Et maintenant, je vais passer la parole à notre collègue, le docteur Yves Jacob de Metz, qui va nous parler, voilà, le jeune chirurgien face à ses défis juridiques. Ça, c'est tout un programme. Mon cher Yves, merci à toi. Alors, le jeune chirurgien, ce n'est pas moi. Monsieur le Président, Madame la Présidente, l'ancien Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, mes chers collègues. J'ai eu il y a quelque temps déjà le privilège de présenter ici la commission juridique de la Société française de chirurgie de la main que nous avons créée il y a maintenant un peu plus de 3 ans. Nous avions à cœur de créer cette commission qui fonctionne bien et parmi ses objectifs, il y avait de sensibiliser nos futurs jeunes collègues aux problèmes juridiques auxquels ils pourraient être confrontés. Cette formation fonctionne maintenant et c'est cette formation, je souhaiterais vous présenter cet après-midi. Elle se fait en plusieurs parties. Dans un premier temps, nous essayons de leur expliquer que, quelle que soit leur activité, quelles que soient leurs compétences, à un certain moment, ils seront confrontés à une procédure juridique. Raymond Villain, que nous connaissons bien, avait l'habitude de dire à ceux qui se vantaient un peu de n'avoir jamais eu de procédure, il leur répondait patience. Donc, nous avons fait une étude il y a quelques années dans un ouvrage que nous avons sorti en 2019 sur les différentes spécialités et leur mise en cause avec leur fréquence. On voit que la chirurgie vasculaire est concernée tous les 4 ans environ, la chirurgie gynécologique tous les 5 ans. Dès qu'il y a l'obstétrique, bien sûr, les procédures sont plus fréquentes, tous les 3 ans environ. Chirurgie viscérale tous les 3 ans et chirurgie bariatrique est concernée davantage. Mais on se rend compte surtout que la chirurgie fonctionnelle est particulièrement exposée, la chirurgie esthétique, bien évidemment, mais surtout la chirurgie orthopédique. Et dans la chirurgie orthopédique, c'est la chirurgie du rachis qui est la première exposée. Les anesthésistes, paradoxalement, un petit peu moins. Donc, il est assez paradoxal de constater que ce ne sont pas les spécialités où il y a un risque vital qui sont le plus à risque sur le plan juridique, mais les spécialités fonctionnelles, et en particulier la chirurgie orthopédique. Et les orthopédistes sont les premiers à être touchés par une procédure après les neurochirurgiens, environ tous les 2 ans. On a étudié l'évolution de ces mises en cause. Elles diminuaient dans les années 2016-2017. Puis, il y a une recrudescence de ces procédures et on a l'impression qu'il y a une inflexion actuellement, même si les jugements sont un petit peu plus sévères, j'y reviendrai. Parmi dans cette chirurgie orthopédique, en fait, c'est la chirurgie du membre supérieur qui est la plus exposée, en particulier la chirurgie de la main. Et lorsqu'on affine un peu, on se rend compte que ce sont les pathologies les plus ordinaires qui sont source de procédures. Et la première d'entre elles, c'est la chirurgie du canal carpien. On en avait déjà parlé ici. Pour être simple, plus on réduit la taille de la cicatrice, plus il y a un risque d'être exposé à une procédure. J'attire votre attention aussi sur les petits gestes qu'on a tendance à faire sur un coin de table, ablation de lipome, de kyste, qui peuvent être source de complications et c'est assez fréquent. Alors, quelques mots sur la législation sur laquelle sont basées toutes nos procédures. Elles sont très anciennes, elles remontent à l'arrêt Seignobos. Je ne veux pas m'attarder là-dessus. Ça concernait une endoscopie digestive qui avait été faite avec une perforation, etc. En tous les cas, c'est cet arrêt qui fonde l'essentiel de notre jurisprudence et elle est notamment à l'origine de l'obligation de précision du geste chirurgical. Le deuxième arrêt qui fonde notre législation, en tous les cas notre jurisprudence, c'est l'arrêt Mercier qui va statuer sur la responsabilité du médecin. En fait, elle établit qu'il existe un contrat qui lie le médecin à son patient. Tous ces éléments se sont développés au fur et à mesure des années. Et finalement, pour être clair, cet arrêt Mercier affirme qu'il n'y a pas d'obligation de résultat. On n'a pas d'obligation
de guérir, mais par contre, elle définit l'obligation de moyens. Ces moyens doivent être conformes aux données acquises de la science, elle doit être conforme aux références médicales opposables, aux bonnes pratiques, et ceci concerne à la fois le diagnostic, les investigations, les traitements. Elles insistent aussi beaucoup sur la mouvance des données qui impose au chirurgien qui est concerné d'avoir actualisé ses connaissances et donc d'avoir une formation continue. Je voudrais juste dire un mot, parce que ce n'est pas neutre. C'est donc notamment l'arrêt Mercier qui fondait la responsabilité du médecin, donc qui devait définir la faute. Je vais vous évoquer comment on définit une faute. Et cette notion-là a été remise en cause tout récemment. Il est important de savoir que donc, lorsqu'il y a un accident, le jugement tourne autour, est-ce qu'il s'agit d'une faute, est-ce qu'il s'agit d'un aléa, une complication fautive, etc. Ce qu'il faut savoir que en matière de faute, il y a deux étapes. La première, c'est qu'il faut prouver que c'est le geste chirurgical qui est à l'origine d'une lésion sur un organe qui n'était pas attendu avec l'intervention qui a été réalisée. Et cette preuve-là revient, incombe au patient. Mais à partir du moment où on a établi cette relation-là, c'est au chirurgien qu'il incombe d'apporter la preuve que cette complication, entre guillemets, était inévitable en fonction d'événements inattendus, notamment une anomalie anatomique, et j'y reviendrai, d'où l'importance, si on tombe sur ce genre de situation, de prendre des photos. Il y a un arrêté de la première chambre civile de la Cour de cassation du 26 octobre 2024 dernier, qui est extrêmement important et qui va compliquer la position des chirurgiens lorsqu'ils seront concernés. Ça concerne, je vais très rapidement, une affaire qui est remontée à 2012. C'était une arthroscopie de hanche qui avait entraîné une complication. Ça a été porté devant la Cour d'appel d'Aix en 2022. Il y avait eu un bris métallique qui avait entraîné une lésion sur l'articulation et s'était développé par la suite une coxarthrose. Ça a été porté devant la Cour d'appel. La Cour d'appel a jugé que le médecin avait fait tout ce qu'il fallait et puis ils ont porté l'affaire à la Cour de cassation. Et la Cour de cassation est revenue sur cette décision. Et c'est important parce que maintenant, elle a établi la notion de présomption de faute parce que dans le compte-rendu opératoire, il y avait des lacunes. C'est-à-dire que devant la Cour d'appel, le chirurgien a dit j'ai fait toutes les procédures, etc. Donc ça a été entendu, mais la Cour de cassation a dit on n'a pas trouvé la preuve dans le compte-rendu opératoire que ce qui a été dit a été fait. Et donc maintenant, il y a une présomption de faute et je pense que les avocats vont s'engouffrer dans cette brèche-là. Alors, euh, la deuxième étape à laquelle nous sommes attachés dans cette formation, c'est de sensibiliser nos jeunes confrères aux bases d'une bonne pratique. Et celle-ci démarre dès la consultation. On insiste énormément sur l'importance de la trace dans les dossiers de consultation, non seulement sur la première consultation, mais de tout événement, de chaque contrôle. On doit trouver un élément écrit dans le dossier. C'est ce qui fera la preuve. Lorsqu'on est confronté à une expertise, c'est toujours la bonne foi contre la mauvaise foi ou deux personnes qui s'opposent et c'est l'écrit qui fait force de loi. L'importance aussi de trouver des photos dans les dossiers, l'exposition au risque et obligatoirement la remise au patient de deux documents, le consentement éclairé bien sûr et la fiche d'information, mais encore faut-il avoir la preuve que ça a été remis, donc il faut que ces documents soient signés et scannés ensuite dans le dossier médical. Et moi, j'insiste beaucoup sur l'importance, lorsqu'on a une consultation qui est difficile, de noter l'heure et le début de la consultation, lorsque le dossier est saisi, lorsque le patient dit qu'on lui a rien dit, que la consultation était bâclée. Si le magistrat voit qu'elle a commencé à telle heure et qu'elle a duré 40 minutes, c'est que forcément, on s'est raconté quelque chose. La consultation de couloir, qu'est-ce que j'entends par là? Ne faites jamais ça. Je ne veux pas vous apporter d'exemple, mais j'en ai. On a voulu rendre service à des patients. Donc, le chirurgien est sorti de la salle d'opération pour jeter un coup d'œil en disant, bon, bah, pour vous rendre service, restez, on va vous laisser à jeun, etc. On vous opère. Tout s'est passé de façon très correcte, mais c'était, par exemple, une dentiste qui a été opérée d'une entorse grave du pouce.
tout s'est bien passé, mais elle avait, comme c'est souvent le cas, un peu de raideur après. Elle a attaqué le chirurgien parce qu'il ne lui avait pas donné l'information. Donc, toute consultation doit être faite dans des conditions de consultation, justement pour que l'information soit donnée et qu'il y en ait trace. Le jour de l'intervention, toujours récupérer les comptes rendus opératoires, les autorisations d'opérer. Il faut 2 autorisations lorsque les parents sont séparés. Il faut toujours voir le patient avant, en ambulatoire. Il faut savoir gérer l'attente et toujours voir le patient avant qu'il soit endormi sur la table. Vous verrez pourquoi. Faire les checklists, c'est obligatoire, mais moi, j'invite mes jeunes collègues à établir leur propre checklist et de s'y résoudre de façon systématique. Revoir toujours le dossier du patient avant chaque fois que vous ne verrez pas le dossier, vous allez être piégé, leur dis-je, et vous aurez un problème. Le compte-rendu opératoire, il est essentiel que tous les éléments figurent. Bon, on les connaît. J'insiste sur le fait qu'il faut qu'il y ait également le nom de la penseuse qui est en salle. En matière de chirurgie des membres, il faut savoir que plus de la moitié des dossiers, dans la moitié des comptes rendus opératoires, on n'a pas le côté qui y figure. Et bien sûr, les éléments qui concernent le garrot. J'insiste aussi parce qu'il y a beaucoup d'expertises qui sont demandées par les caisses, qu'il y ait une bonne cohérence entre le compte rendu opératoire et le codage qui a été réalisé. Toujours relire votre compte-rendu opératoire avant de le signer, ne le laissez jamais partir dans la nature, vous engagez votre responsabilité. Je ne m'attarderai pas sur les modalités de prélèvement, nous avons un éminent spécialiste dans la salle, mais il est important que nos jeunes collègues connaissent toutes les contraintes concernant les prélèvements. Juste une aparté, ce que dans notre commission, nous avons aussi commencé à faire sur ces éléments-là qui sont indispensables. Nous avons créé une base de données que nous fournissions au Collège des chirurgiens de la main avec des tutos de courte durée sur lesquels figurent tous ces éléments sur lesquels ils peuvent se référer en cas de difficulté. Très important, l'ablation matérielle, c'est une source de procédure. Donc, il faut gérer ça comme une véritable intervention avec des informations sur les complications et surtout, toujours avoir la certitude, avoir une traçabilité de la demande du matériel, avoir la certitude qu'il est arrivé. Et si le matériel n'est pas là, il faut surseoir à l'intervention. Une radiographie systématique en post-opératoire après l'ablation du matériel. Concernant le consentement éclairé en matière d'urgence, il y a discussion là-dessus. Actuellement, il n'y a pas d'obligation en matière d'urgence de demander un consentement éclairé. Mais cette attitude est en train d'évoluer, le soulignent à la fois les magistrats et les avocats. Ce qui fait que nous avons essayé de schématiser les situations, notamment en chirurgie de la main, puisque ça concerne essentiellement nos collègues chirurgiens de la main et orthopédistes. Lorsque le blessé est transféré directement en salle d'opération, il ne peut pas il peut pas signer de consentement éclairé. Il n'est pas en état de recevoir l'information médicale et donc le consentement éclairé n'est pas obligatoire. Et pourtant, c'est le principal grief en matière d'urgence de procédure. C'est ce qu'on va reprocher aux chirurgiens. Donc, il faut trouver une parade sur le manque d'informations, en particulier sur le fait qu'il n'a pas rencontré son chirurgien. Donc, on invite nos jeunes collègues à aller se présenter et que le personnel, les infirmières, le notent sur le dossier. Et le deuxième grief en matière de prise en charge d'urgence, c'est le fait que le patient verra des intervenants multiples et qu'il n'y est pas préparé. Donc l'information est à donner également. Lorsque on est dans la situation d'une urgence différée, alors là, on se retrouve dans le contexte d'une chirurgie traditionnelle, c'est-à-dire que la consultation doit avoir lieu, l'information donnée, le consentement éclairé donné et signé par le patient. Donc, le consentement est obligatoire en matière d'urgence différée. Donc, j'ai déjà évoqué cette facilité qu'il faut se refuser. Donc, dans tous les cas, demander à nos collègues de voir le chirurgien avant d'opérer, de voir les parents, présence d'un personnel et note sur le dossier. Juste un mot, j'avais déjà parlé puisqu'à un moment, on nous avait demandé de parler d'expertise qui nous avait marqué. J'avais rapporté ce cas-là, puisque c'était un patient qui devait être opéré d'un canal carpien bilatéral. Les deux avaient été objectivés. On l'avait vu, il souffrait davantage au niveau de la main droite. Le jour de l'opération, il a préféré se faire opérer de la main gauche, ce qui a été fait. Tous les checklists ont été faits. Ensuite, on a porté plainte, la famille a porté plainte contre le chirurgien
parce qu'il s'était trompé de côté, a-t-elle dit, alors que le patient avait 52 ans, avait rempli tous les papiers. Et l'expert a donné raison à la famille sur l'argument suivant, c'est que dans le consentement éclairé qui avait été signé à la consultation, il avait été noté le côté droit et qu'il a été opéré sur le côté gauche. C'est-à-dire qu'il aurait mieux valu le faire repartir avec un bras endormi et le faire revenir le lendemain. Donc, refuser cette facilité, souvent on a tendance, on nous demande de rajouter un petit kyste, etc. Ne le faites pas, et si vous le faites, il faut que ça soit noté. Le suivi, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus, simplement, dès que vous sentez qu'il y a un problème, il faut qu'il y ait une traçabilité, une photo, et recevoir, ne jamais refuser de recevoir le patient et que tout soit noté dans le dossier. Et dès qu'on sent que ça commence à aller mal, il faut prévenir la compagnie d'assurance. Je vais essayer d'aller très vite sur cet élément-là qui est quand même assez intéressant, c'est demander à nos jeunes chirurgiens de réfléchir qu'est-ce qui va nous conduire à un sinistre. Et ce qu'il faut savoir que, en fait, ce n'est pas l'acte lui-même qui conduit le plus souvent à une procédure, mais c'est un problème relationnel, c'est la qualité de la prise en charge du patient. Et même s'il y a un problème relationnel, il faut savoir que ça n'aboutit pas forcément à un sinistre, mais qu'il y a peut-être encore moyen de redresser la barre. Et sachez aussi, mais vous le savez sans doute, que très souvent, lorsque une relation se pervertit avec un patient, c'est qu'il y a un tiers qui est à l'origine de ça. Ça peut être un confrère ou ça peut être un ami ou un membre de la famille. J'insiste beaucoup sur le fait que la relation avec le patient, elle s'établit dès la prise de contact entre le patient et le secrétariat du praticien. Et ceci est important, il faut sensibiliser le personnel à chaque étape de la prise en charge. Et l'étude que nous avions faite à cette même époque, en 2019, était intéressante puisqu'elle montrait que la relation entre le praticien et son patient se jouait, s'établissait dans les 3 premières minutes du contact avec le chirurgien. Et il est intéressant, c'est qu'elle ne se joue pas sur le verbal, c'est-à-dire de ce que nous lui disons, elle se joue davantage sur le paraverbal, c'est-à-dire sur la manière dont on lui dit, mais surtout, elle se joue sur le non-verbal, c'est-à-dire sur l'impression qu'il a de notre prise en charge, c'est-à-dire il faut savoir écouter le patient, le regarder, ne pas taper sur son ordinateur, lui donner l'impression qu'il a tout dit, etc. C'est ça sans doute la partie la plus importante. Ce qu'on lui explique, eh bien, il a tendance à oublier l'essentiel. Mais malgré tout ça, une consultation peut être difficile. À partir de là, il faut s'interroger pourquoi nous pensons qu'un patient devient difficile. Pourquoi nous le jugeons difficile? L'enquête qui a été réalisée montre, c'est parce qu'à un certain moment, il devient agressif, parce qu'il peut contester nos indications, parce qu'il discute un dépassement d'honoraires, parce que manifestement, il ne veut pas comprendre, etc., ou qu'il manque tout simplement de rigueur dans son suivi. Mais il est essentiel, à partir de ce moment-là, qu'on essaye de comprendre s'il y a une bonne raison pour laquelle il devient difficile. Peut-être qu'effectivement, il n'a pas compris, peut-être qu'il est dans une période de sa vie où il est stressé, angoissé, ou dans un contexte familial qui est un peu compliqué. Mais il est aussi essentiel que le chirurgien s'interroge pour savoir pourquoi nous, à ce moment-là, nous le jugeons difficile. Peut-être qu'à ce moment-là, nous sommes particulièrement fatigués parce que nous avons nous-mêmes notre propre subjectivité ou nos propres préoccupations. Et ce n'est pas parce que le patient est difficile, si on sait redresser la barre, que ça va aboutir à une procédure. Donc, quelques questions qu'on mérite de se poser tout au cours de sa pratique. Voilà, et si malgré tout, eh bien, les choses n'évoluent pas bien, il faut, comme je le disais, écouter les doléances, désactiver la situation, s'appuyer sur le personnel également, qui est important, et s'inscrire dans nos routines. Voilà, en conclusion, une des étapes de notre formation, ce n'est pas la seule. Ensuite, nous avons un deuxième volet que nous leur proposons pour leur expliquer ce qu'ils doivent faire quand ils vont être mis en cause. Ensuite, les voies de recours, et nous essayons de leur apprendre ces attitudes pour avoir face à une mise en cause. Je dois dire, j'en finirai là-dessus, que les retours que nous avons de ces formations que nous faisons maintenant dans les DU sont extrêmement positifs de la part des chirurgiens. C'est la raison pour laquelle je voulais sensibiliser à l'académie. Peut-être que d'autres spécialités pourraient effectivement procéder de même, et je pense que
l'ensemble des chirurgiens peuvent avoir l'intérêt pour cette formation. Je vous remercie. Merci. Merci mille fois, mon chéri. Il y a des questions? Alors, il y a une question, on va demander. Professeur Carlios, je lui ai coupé la parole tout à l'heure. Vous nous aviez déjà habitués à des très belles présentations. Celle-ci est excellente. Elle nous fait comprendre le texte, l'esprit du texte et le non-dit du texte. J'insiste particulièrement sur ce que vous avez passé très vite, parce que c'est très récent, ce jugement de Madame le Président Malpaume du 16 octobre sur la responsabilité du chirurgien. C'est une bouteille à l'encre. Ça va être dramatique. Parce que bientôt, on va demander au chirurgien s'il a bien dormi avant. Il faudra le mettre dans le compte rendu. On va lui demander, on a les indices ICHAP, mais maintenant, on va demander au chirurgien combien de cc il a mis de bétadine ou de solution hydrosoluble dans ses mains. On va demander s'il n'avait pas envie de pisser pendant l'intervention. On peut tout demander. C'est une bouteille à l'encre. Il faut à tout prix que l'Académie de chirurgie se saisisse de ce texte, mais de façon très, très rapide. Parce que les avocats, comme vous l'avez bien signalé, vont s'en saisir et c'est déjà passé. On a déjà eu dans CCI. D'accord? CCI de décembre, c'est publié le 26 octobre. CCI de fin décembre, il y a déjà eu une allusion à ce texte. Donc je crois que c'est capital pour notre académie. C'est capital. C'est un texte, c'est un killer test que j'appelle. Je vous remercie pour cette intervention. Effectivement, s'il y a une chose à retenir, c'est ça. L'histoire à l'origine de cette procédure, elle était simplement que dans la procédure d'une arthroscopie, il faut injecter du liquide et puis insuffler, donc ce que le chirurgien fait depuis X temps, mais on ne l'a pas trouvé dans le compte-rendu opératoire. Et depuis, on va exactement dans le sens que vous dites, c'est-à-dire qu'on va vérifier la position du patient sur la table, comment on a mis le garrot, s'il n'était pas trop appuyé, etc. Donc, c'est effectivement une bouteille à encre. Il faut absolument qu'on se saisisse de ça. Euh, je pense que à la Cour de cassation, la compagnie des experts à la Cour de cassation, il faut aussi, je préside la commission santé à la Cour de cassation, je pense que c'est un élément qu'il faut qu'on essaie de sensibiliser. Il faut que t'auto-saisisse. Oui, c'est très très important parce que le texte fait 17 pages. Le jugement de Mme Malpaume, il fait 17 pages. Et il y en a des choses dedans. Mais dans ces 17 pages, ce qu'il faut bien lire, c'est qu'on remet en cause les notions qui sont dictées par les sociétés savantes. C'est marqué noir sur blanc. C'est pas parce que la société savante vous a dit que, hein, mais vous n'avez pas marqué que. Voilà, c'est ça. C'est très très important. Ça nous remet complètement en cause. Nous en tant qu'académie. C'est capital. Je pense qu'il faut aller vraiment très 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 vite. Écoutez, mon cher collègue, c'est bien noté. Étant président de la commission juridique et éthique de l'ANC, ça va faire encore un peu de travail, mais je crois que vous avez tout à fait raison. Ceci étant, je me tourne vers les collègues orthopédistes. Les bilans qui ont été faits au niveau des compagnies d'assurance montrent qu'actuellement, donc on veut dire en 2024, il y a environ 15% des chirurgiens orthopédistes qui ne remplissent pas ou incomplètement la checklist, qui est obligatoire par une recommandation de la HAS qui date du 10 décembre 2010. Donc, vous voyez, ça fait 15 ans. Donc, certes, on va étudier cet arrêt de... C'était une chambre civile, je présume, de la Première chambre. La première chambre civile, voilà. OK. Puis on demandera l'avis de gens peut-être plus compétents. Cécile, on va te mettre dans le coup, là, parce que tu as des connaissances juridiques qui sont supérieures aux miennes. Donc, non, mais je crois que vous avez tout à fait raison. Professeur Joannet. Moi, je suis un peu. En fait, on a besoin de transparence aussi. C'est-à-dire que je vois bien le sujet. C'est-à-dire que j'ai fait comme d'habitude, sauf que on a besoin toujours de se justifier, et pas seulement en médecine d'ailleurs. C'est-à-dire que si on vient nous demander des, nous poser des questions sur notre attitude dans la rue parce qu'on a traversé en dehors des clous, etc., il faudra qu'on justifie. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que maintenant, il y a de plus en plus de collègues qui plaident pour enregistrer toutes les opérations. Et alors, c'est d'autant plus facile quand c'est des opérations sur des écrans de télé, enfin, en vidéo. Bon.
Mais maintenant, il y a des sociétés par exemple, le CHU de Rennes s'est équipé de tout un tas de salles d'op où maintenant tout est enregistré en salle d'op, y compris. Hein. Et donc, une évolution qui est inévitable, mais est-ce que ça ne va pas nous aider aussi? Parce que le collègue, là, ils verront bien qu'avec la caméra qu'il avait mis de l'air et qu'il avait mis de l'eau. Et donc, on doit rendre des comptes. Et finalement, est-ce qu'on n'a pas intérêt à avoir de la transparence? Jusqu'où faut-il aller? Merci C'est comme pour beaucoup. le consentement éclairé. Plus on met de choses, plus on est enfermé voilà. Forcément, il manque forcément toujours quelque chose. Rajouter aussi pour les jeunes chirurgiens de la main, à partir du moment où il y a une procédure qui est en cours, surtout, ne pas faire un deuxième compte-rendu opératoire différent du premier. Inévitablement, quelle que soit la procédure, il sera retrouvé. Et alors là, les carottes sont cuites. C'est vrai pour tous les chirurgiens. Merci beaucoup au professeur au docteur Jacob.